Radio des affaires et de la consommation, la première chaîne d'information économique en Afrique de l'Ouest. Nous émettons depuis le Centre international de commerce et d'échange du Sénégal, le CICES, vous le savez, qui abrite depuis ce 26 juin la 6e édition du CISDAC. Le CISDAC, c'est le Salon international de la santé et du matériel médical qui se poursuit jusqu'au 29 de ce mois. Ici même au CICES, si vous me permettez la répétition. Et vous êtes habitués, vous savez le principe, hein, tous les matins, nous avons des rencontres avec les différents participants, nous avons des rencontres avec les différents spécialistes à la matière. Quand je parle de la matière, je parle du secteur de la santé. Alors, ce matin, nous sommes avec le réseau des hôpitaux d'Afrique de l'Ouest, de l'océan Indien et des Caraïbes, avec monsieur Hippolyte Agboton, il est professeur, secrétaire en charge des relations extérieurs de la commission, et son homologue, son collègue colonel Massambo Diop. Nous ne sommes pas dans l'armée, il n'y a pas d'ordre à donner ici. En tout cas, il s'agit d'informations à passer. Messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, rapidement, je le disais tout à l'heure à l'entame de ce propos, nous sommes dans le cadre de ce 6e CISDAC qui a pour thème central la santé, facteur d'émergence. Que vous inspire un peu la thématique centrale de ce 6e CISDAC? Monsieur Agboton, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Issa Dial. Monsieur Issa Dial. Voilà. Le Résaoc, qui est un habitué du CISDAC, puisque l'an dernier nous y étions, a décidé, comme à l'accoutumée, d'être présent et de partager ce thème qui est plus que fondamental. Vous le savez, le Résaoc est un réseau qui regroupe les établissements hospitaliers sur notre juridiction. Vous l'avez signalé tout à l'heure, il s'agit de l'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes. L'hôpital est une pierre angulaire du système de santé. Et le professeur Sakho a clairement développé hier, lors de la cérémonie d'ouverture, la place fondamentale que la santé occupe dans le développement socio-économique. Professeur Issa Sakho, dans la session inaugurale de l'animation scientifique. Exactement. Et à ce titre, il n'y a aucun doute dans notre esprit que l'hôpital doit contribuer aussi au développement socio-économique d'un pays, d'abord par la qualité de ses ressources et aussi par la sauvegarde de l'état de santé de la population en général, la population qui doit assurer une certaine productivité. Tout à fait. Et je le disais, donc, ce 6e CISDAC qui a pour thème donc, majeur, thème central, la santé est facteur d'émergence. Est-ce que, comme dirait l'autre, c'est un thème qui vient à son heure, qui sonne à son heure, à la lecture seulement de tout ce que vous êtes en train de dérouler dans le cadre de ce réseau, M. Massambo Diop? Merci, M. Dial, de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur ce thème qui est d'actualité. Je dois dire que je me mets au garde de vous. Non, mettez-vous à l'aise, vous pouvez vraiment vous mettre à l'aise. C'est moi qui suis votre hôte. Merci. Je suis venu dans votre espace. Mais je voulais simplement vous dire que si aujourd'hui ce concept d'émergence, on en parle beaucoup, c'est parce que M. le Président de la République en a fait son cheval de bataille. Mais l'hôpital a tout le temps travaillé dans l'émergence. L'hôpital a toujours permis à l'homme d'émerger. Parce que n'oublions pas que c'est dans l'hôpital que le malade retrouve sa santé. Ou en tout cas, notre œuvre, notre action de tous les jours, c'est de vous permettre de sortir de la maladie et d'émerger vers la santé. Donc rien que pour cette action, l'hôpital est un facteur d'émergence pour permettre de retrouver votre état de bien-être matériel, moral, vraiment et sanitaire. Mais aussi, comme on l'a dit quelque part, je l'ai écrit dans un livre que j'ai sorti récemment, qu'un peuple qui est malade ne peut pas se développer. Un individu qui est malade ne peut pas travailler. Et quand on ne travaille pas, on ne se développe pas. Et quand on ne se développe pas, on ne peut pas émerger. Et donc l'émergence est une dynamique. C'est un mouvement, c'est une action qui tend d'un point A vers un point B, c'est-à-dire de la pauvreté vers la richesse, de la maladie vers la santé, de la tristesse vers le bonheur, etc. Donc c'est une tendance. Et l'hôpital contribue à tout cela. Et aujourd'hui également, le Résaoc permet à des entreprises qui vendent du matériel biomédical d'être émergents, d'être visibles, d'être présents dans notre espace. L'émergence, c'est également la visibilité. Quand on plonge dans l'eau et qu'on est en apnée,
on ne voit pas ce qui se passe dehors. Mais dès qu'on sort la tête, on émerge. Voilà le sens sémantique de l'émergence. C'est sortir la tête de l'eau, c'est transcender. Et donc, la santé, le Rezaoc, permet à l'individu de transcender, de sortir de sa condition humaine normale et d'aller vers des sommets baptismaux. Et donc, c'est vraiment une tension constante qu'on essaie de maintenir pour avoir le bien-être social, moral, financier, familial et surtout la santé. Nous reviendrons sur tous ces aspects. Je rappelle que le réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes se veut un cadre de liaison, un cadre de coordination ou bien de symbiose, en tout cas entre les différents hôpitaux qui se situent dans ces différentes parties du globe. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez pensé qu'il est possible d'arriver à cet objectif de rejeter ces différents hôpitaux quand on sait qu'ils sont dans des situations différentes? Les potentiels de ces différents hôpitaux sont différents, que ce soit en Afrique de l'Ouest entre le Sénégal, le Burkina ou bien un peu plus loin ailleurs en Afrique. Est-ce que vous n'avez pas senti que ce serait difficile de créer justement ce résultat de ces hôpitaux? Bon, je laisserai tout à l'heure le professeur Abotan peut-être développer, mais ce que je peux vous ajouter, c'est que je ne parle même pas de l'Afrique, mais aujourd'hui le monde est un village. Le monde est un village planétaire. Et ce qui se passe en Afrique, nous avons la chance de découvrir que c'est la même chose. Ce qui se passe au Sénégal, nous avons la chance de découvrir que c'est exactement la même chose qui se passe au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, au Niger et ailleurs. Et qu'en cela, souvent, il y a des pays qui sont plus en avance à d'autres par rapport à l'avancée du temps. Ils ont rencontré certaines difficultés avant les autres. Et que ça ne sert à rien aux dernières personnes qui rencontrent ces difficultés d'essayer de réinventer la roue. Donc, ce réseau permet de créer un cadre d'échange sur le plan expérimental, sur le plan des pratiques professionnelles, sur le plan de l'amélioration des compétences. Voilà déjà un cadre dans lequel on peut définir le rôle du réseau. Tout à fait. Un espace d'échange, d'expérience, de pratiques professionnelles, etc. De formation également. Mais je pense que le professeur Agboton est... Oui, professeur, par rapport à cette question, parce que j'élabore dans son angle des avantages comparatifs, parce que si on prend le Sénégal avec son hôpital principal où les gens parlent d'une certaine avancée au niveau technologique, je ne sais pas maintenant au niveau de la gestion de la gouvernance hôpital, ailleurs peut-être ce n'est pas le cas, et vous voulez être ce maillon qui crée un peu les échanges, qui créent la coordination, les liaisons entre ces hôpitaux. Est-ce que c'est une tâche facile? La tâche n'est pas facile, mais ce n'est pas une raison pour ne pas s'y attaquer. Vous me permettrez de préciser que ce réseau cherche à être en fait plutôt une chaîne avec plusieurs maillons. Et cette chaîne n'aura la résistance que du maillon le plus faible. Vous comprenez donc que si l'on est à l'intérieur d'une chaîne, c'est pour que le maillon le plus faible puisse se renforcer à cause de la présence des autres maillons. Et je vous parlerai, à titre d'exemple, de l'unicité plurielle que constitue la main. La main, on dit bien une main, mais il y a des doigts. Tout à fait, professeur. Et ce sont ces doigts qui sont les membres du réseau. Et ce réseau, c'est la main qui permet de façonner, d'écrire, de fabriquer de la poterie, de faire, etc., beaucoup de choses. Mais cette main, elle est constituée d'un pouce, d'un index, d'un majeur, d'un annulaire et le dernier, l'auriculaire. Je suis certain qu'il vous revient à l'idée cette récitation que nous avons tous appris. Oui, à l'école, ma main, voici ma main, elle a 5 doigts. Voilà. Donc voilà un peu la finalité du réseau. Donc les différences sont des éléments de motivation d'être ensemble pour pouvoir assurer une unicité fonctionnelle. Et justement, quelles sont les conditions, quels sont les mécanismes que vous allez mettre en situation pour que vraiment que ça soit facile que tous ces membres puissent bénéficier ou bien se mouvoir dans ce réseau? Nous avons bien entendu des textes comme toute structure associative qui définissent en quelque sorte, je peux dire, les droits et les devoirs des uns et des autres
les conditions d'adhésion, les règles qui président à la bonne vie de société, ce sont des textes qui n'ont pas de spécificité. Par contre, le motif ou le thème, la raison d'être du réseau, ça, c'est exactement l'élément qui distingue le RESAOC. Et à ce titre, nous vous avons parlé tout à l'heure avec le colonel Massamba Diop, nous vous avons parlé tout à l'heure des prestations hospitalières. Le malade qui vient, qui a des problèmes de santé. Mais je suis sûr que ça ne vous échappe pas qu'au sein des hôpitaux, il y a un creuset économique et d'échanges particulièrement important. Tout à fait. Vous avez certainement une idée du montant que représente le budget pharmaceutique dans un hôpital. Je ne doute pas que les firmes pharmaceutiques s'intéressent particulièrement à cela. Vous avez l'équipement hospitalier. Vous avez l'alimentation des patients hospitalisés. Vous avez même toute la lingerie hospitalière. Le drap, les blouses, les champs opératoires, etc. La prochaine fois, on s'entretiendra peut-être de l'incidence financière de tous ces secteurs. Et vous verrez que tout ce qui gravite au niveau de l'hôpital constitue un champ de développement d'affaires particulièrement. Tout à fait. Et on va coller avec le thème de ce SISDAC, je le disais à l'entame de cette émission, santé, facteur d'émergence. Est-ce que, M. Massamba Diop, vous pensez qu'aujourd'hui, tels que sont configurés ces hôpitaux, tels qu'ils fonctionnent, vous pensez qu'ils peuvent suivre cet élan d'émergence voulu par les autorités, le pouvoir central, quand on sait que l'infrastructure n'est pas tellement maillée au niveau national? Si nous prenons le cas du Sénégal, on sait également que ça coûte cher. L'accès, la disponibilité des hôpitaux, ce n'est pas tellement ça, en tout cas en Afrique en général. Merci M. Dial. Je pense que l'émergence, l'hôpital a précédé l'émergence aujourd'hui à cette vision politique. J'ose le dire parce que je suis un acteur hospitalier, mais je suis aussi un Sénégalais qui est intéressé par la chose politique et la chose publique. Dans toutes les régions du Sénégal, et je sais que également ça se passe de la même manière dans d'autres pays, dans les autres pays africains, même en Europe. Dans toutes les régions où sont stationnés, où sont implantées des structures hospitalières, sauf s'il y a de grandes usines, des grandes industries, l'hôpital est le premier créateur d'emplois. Parce que vous, en général, vous ne regardez que l'aspect relation avec le malade. C'est-à-dire, est-ce que les soins sont bien faits, est-ce que c'est pas cher, etc. Ça, c'est un aspect. C'est la mission principale de l'hôpital. Mais il y a un aspect que vous ne voyez pas, ou en tout cas auquel on ne fait pas attention. L'hôpital est le premier créateur d'emplois en termes d'embauchement de personnel. L'hôpital également crée de la richesse. Les banques qui sont dans les régions cherchent à développer des partenaires avec les hôpitaux qui versent l'argent des recettes journalières. Troisième chose, l'hôpital est l'un des premiers qui offre des services. C'est-à-dire, tout ce qui vendent, les denrées alimentaires, comme il a dit, les produits d'entretien, les fournitures de bureau, les pièces de rechange, les matériels biomédicaux, toutes ces personnes veulent entrer dans l'hôpital pour vendre le produit. Donc l'hôpital est un grand acheteur. Oui, mais comme vous l'avez, ce tableau-là, qu'est-ce qui explique un peu ces réticences, ce déficit d'investissement alors dans ce secteur? Oui, mais ça, c'est un autre débat. Je voulais simplement montrer que par rapport à ça, que l'hôpital a un aspect économique. Parce que le président, quand il parle d'émergence, ce n'est pas pour sortir de l'eau en argent dans la flotte, mais c'est simplement pour que le Sénégalais puisse être un peu plus riche dans sa vie, puisse avoir un mieux-être. Attirer les investisseurs, que nous ayons vers le développement. L'émergence, c'est que nous sortons pour aller vers le développement. Et ce développement est une tendance. Et ce développement, ça commence par la santé, le bien-être des populations. Donc, je peux vous dire en cela que l'hôpital est un facteur d'émergence. Maintenant, vous me dites, pourquoi l'investissement? Si on devait, tout ce qu'on produit, le réinvestir en termes de matériel, équipement, etc., la santé aurait un coût beaucoup plus cher. Parce que nous ne pratiquons pas en milieu hospitalier la vérité des prix. L'hôpital
est restreint dans un cadre qui a été décidé par l'État pour que les soins soient accessibles. N'oublions pas que les soins, si on devait les vendre à leur coût réel, beaucoup de Sénégalais ne pourraient pas y accéder. Mais comme la santé est un droit garanti par notre Constitution, garanti par la Charte de l'Union africaine, garanti par comment on appelle ça, la Charte également de l'Organisation mondiale de la santé, dans sa constitution, eh bien, il faut que nous fassions en sorte que tout le monde puisse en bénéficier, que les riches et les pauvres accèdent aux soins. Vous me direz comment ça, c'est un autre problème, comment on va y accéder, mais ça, au moins, c'est possible. Et que rien qu'en cela, l'hôpital permet aux uns et aux autres d'accéder aux soins. Et l'État paye la différence sous forme d'investissement. C'est l'État qui réalise les investissements sous forme de budget consolidé d'investissement ou sous forme d'appui budgétaire ou sous forme de partenariat avec des bailleurs de fonds qui nous réalisent des équipements. Et si vous regardez avec la réforme hospitalière qui est installée depuis 1998, eh bien, les hôpitaux se rénovent, renouvellent leurs équipements, donc investissent, peut-être à des coûts que le patient ne sent pas réellement, parce que c'est l'État qui met la main à la poche souvent, mais nous permettons quand même aux Sénégalais d'émerger et d'être émergents. Et nous contribuons de manière positive. Nous sommes le premier facteur dans la politique d'émergence du président de la République. Ça, je peux le dire sans embâche. Tout à fait. Alors, je rappelle que nous recevons M. Colonel Massamba Diop et professeur Hippolyte Agboton, tous membres du réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes. Je me retourne vers M. Agboton. M. Diop, colonel Massamba Diop le soulignait tout à l'heure, l'hôpital c'est un ensemble. Au-delà de l'aspect visible le plus connu qui est d'offrir des soins, il y a également un personnel, il y a du matériel. C'est une entreprise. C'est une entreprise. Alors, comment est-ce que ce réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes peut impacter sur le développement justement de ces hôpitaux qui végètent dans un climat, il faut le dire, très très difficile économiquement parlant? C'est effectivement ce qui apparaît, c'est l'aspect visible de l'iceberg, n'est-ce pas? Mais la mise en réseau vise à permettre un échange d'expériences. Les difficultés de définition, par exemple, d'un tarif hospitalier dans un contexte donné, peut servir d'expérience et peut inspirer un autre établissement membre du RESAOP qui évolue dans un autre environnement. On va vers une harmonisation peut-être des gouvernances de ces différents hôpitaux. Parlons d'intégration, n'est-ce pas? D'intégration aussi bien sur le plan national que sur le plan sous-régional. Et vous le savez, le Sénégal fait son expérience en matière de couverture médicale universelle et c'est ce réseau des hôpitaux en association avec les mutuelles de santé et les structures telles que les assurances maladie qui permettront, n'est-ce pas, cette évolution harmonieuse des différentes couches, les moins favorisés, les plus favorisés, pour atteindre un niveau minimal de développement et je dirais pour aller vers l'émergence. Monsieur Agboton, parmi vos partenaires, il y a également ces professionnels du matériel médical qui se plaignent aujourd'hui de la réglementation en vigueur dans certains pays, dont le Sénégal, les taxes pour l'entrée de matériel ou bien de médicaments. Est-ce que le réseau prend en compte également ou bien qu'est-ce que le réseau compte faire pour alléger justement ce fardeau de ces professionnels? Le réseau, à partir donc de ses membres qui sont des opérateurs économiques non négligeables, le réseau va disposer d'une force de plaidoyer qui sera non pas la somme mathématique de tous ces éléments, mais une force, un levier particulièrement important pour convaincre l'autorité gouvernementale de la nécessité de permettre justement à tous les citoyens d'accéder à ce droit fondamental qui est le droit à la santé et qui va permettre aussi à ces populations laborieuses de pouvoir émerger, c'est-à-dire d'accroître leur productivité. Et ce sont des éléments non négligeables. Comme disait l'autre, suivez mon regard et vous comprendrez le plan auquel je fais allusion et qui a été lancé très récemment par son Excellence
le président de la République du Sénégal. Monsieur Macky Sall, colonel Massamba Diop, vous êtes un homme de terrain, vous connaissez le milieu hospitalier pour avoir servi dans ce secteur. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, compte tenu de votre expérience, qu'il serait facile quand même d'arriver à l'atteinte de cet objectif-là, cet objectif de créer cette intégration, de vraiment faire de la plaidoirie pour vraiment le tout pour viser le développement justement de ces hôpitaux, particulièrement en Afrique? Ah, tout à fait, j'y crois, parce que ça fait quand même bientôt 18 ans que notre réseau existe. Au début, c'était... Mais qui est méconnu, malheureusement. Quel est le problème? Il est mal connu parce que tout le monde ne nous offre pas, par exemple, son plateau comme vous aujourd'hui, pour nous permettre de nous exprimer, de le porter à la connaissance du public. Nous travaillons en silence entre les hospitaliers simplement, parce que les hospitaliers le savent. Certains politiques, également les ministères de la santé de tous nos pays, savent ce que le réseau. Mais le Sénégalais moyen, l'Africain moyen, qu'on croise dans la rue, vous voulez parler du réseau, il ne sait pas ce que c'est. C'est parce que justement, on n'est pas très visible sur le plan des images. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que c'est les NTIC, c'est surtout les télévisions qui sont porteurs d'images, qui font connaître les... Parce que tout le monde n'a pas accès à Internet et on a tendance de plus en plus à regarder les télévisions. Or, nous, on n'est pas toujours présents sur cet espace, sauf si on organise dans un pays donné. Donc, une fois tous les 2 ans, on est très visible dans un pays. Alors qu'on devait être beaucoup plus visible, c'est pourquoi nous avons créé maintenant un site internet qui nous permet d'avoir un espace. Vous pouvez nous rappeler le site, c'est le www.rezaok.com. Voilà. Je crois que c'est ça. Hein? Rezaok.info. Voilà. Rezaok.info, voilà. Donc, qui permet à tout un chacun de consulter le site, de voir un peu ce que nous faisons comme activité. Parce qu'aujourd'hui, également, le numérique est un peu l'avenir. Sur beaucoup de choses. D'ailleurs, le prochain thème de notre réflexion sera l'hôpital face au défi du numérique. Tout à fait. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, avec le numérique, on parvient à faire des choses extraordinaires. On parvient même à faire de la consultation d'un pays A à un point B avec plus de 1000 km de différence et en temps réel, prendre en charge un malade dans 2 structures hospitalières. Tout ceci vous font croire qu'il est évident qu'on pourra atteindre les objectifs du réseau. Du millénaire. Du réseau. Du réseau. Ouais. Ah non, tout à fait. Écoutez, sinon, si on n'y croyait pas, on ne serait pas là aujourd'hui. Hein? Nous y croyons et nous savons que c'est possible en plus. Nous savons que c'est possible. Non, je sais que vous êtes scientifique, il ne s'agit pas seulement de croire. Est-ce que vous pensez que tous les éléments dont vous disposez vous permettent vraiment, dans une certaine échéance, de dire que voilà, nous avons changé, nous avons évolué, nous avons fait émerger, comme vous le dites, ce secteur de l'hôpital en Afrique? Mais nous avons fait émerger. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez, le Sénégal est un pays pas développé. Hein? On a peut-être des idées comme tous les autres. Et c'est à l'occasion des rencontres hospitalières de Dakar qui se sont tenues en 2009 qu'on a pu montrer à tous les pays qui étaient venus nous voir que le Sénégal commence à régler le problème de l'oxygène dans l'hôpital. Vous savez que l'oxygène est l'un des premiers postes de dépense dans un hôpital qui consomme énormément d'argent parce que vous mettez des bouteilles d'oxygène et l'oxygène passe tout son temps à fil du jour au lendemain. L'oxygène fuit dans les réseaux. Les malades sont branchés, on opère avec l'oxygène, on réanime avec l'oxygène, on soulage avec l'oxygène, on ne peut pas se passer de l'oxygène. Or, ça nous coûtait excessivement cher et on a commencé à mettre de l'oxygène au niveau des structures hospitalières. Et des pays comme des pays assez importants, des pays assez importants tels que le Maroc, quand même qui sont très loin devant le Sénégal, ont pu voir à Dakar qu'il était possible de créer dans des hôpitaux des petites usines, des centrales de production d'oxygène, de sorte que 24 heures sur 24, 365 jours par an, on a de l'oxygène à partir de l'air ambiant. Tout à fait. Ceux qui nous vendent de l'oxygène venaient au Sénégal, installaient leur matériel et prenaient l'oxygène du Sénégal et le revendaient aux Sénégalais. Moi, je me suis tout le temps insurgé contre ça. Il y avait une société que j'avais renvoyée de l'hôpital que je dirigeais une fois parce que c'était des Touaregs qui n'avaient pas pitié aux enfants qui étaient à la crèche pour nous couper l'approvisionnement d'oxygène parce que simplement on n'avait pas payé. J'ai trouvé ça scandaleux. J'étais le directeur de Dantec. Et heureusement qu'il y avait des Sénégalais qui travaillent dans l'oxygène et qui ont bien voulu nous servir. Je ne suis pas là pour faire la publicité de personnes, je ne parlais pas de leur nom. Mais en fait, la réflexion a commencé. Et c'est le jour où on nous a montré dans les hôpitaux des structures qui nous permettaient d'avoir de l'oxygène en permanence sans l'acheter du tout. Le Maroc a été le premier pays hors du Sénégal à le mettre en place chez lui. Et l'expérience est venue du Rezaok, du Sénégal, parce que le Rezaok a servi de support
pour qu'ils viennent ici et voir en visitant l'hôpital principal que c'était possible. Aujourd'hui, le Sénégal est maillé, les hôpitaux de Ziguinchor, Saint-Louis, Grand Yoff, Pikine sont tous dotés d'oxygène et on ne pense plus à payer dans notre budget 70 millions par année qui servaient à payer de l'oxygène. Donc rien que cela, et ça c'est une partie visible qui est concrète, mais il y en a d'autres que vous n'avez pas vues. Le réseau peut être utile à d'autres pays qui sont au fond de l'Afrique, qui ne voient pas ce qui se passe au Maghreb, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest ou ce qui se passe à l'océan Indien. Peut-être pour compléter, M. Agboton, je vous vois comment là, juste pour vous dire qu'effectivement j'étais à cette réunion, aux 9e rencontre du réseau, et que je peux vous dire aussi qu'au Bénin, il y a la centrale de production d'oxygène au CHU de Cotonou. Tout à fait. M. Agboton, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que dans les pays qui sont bon, le terme en voie de développement n'ici est plus, maintenant on parle de plus en plus, M. Colonel Massamba Diop, d'émergence, que vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est partir d'un point A vers un point B, évidemment. De manière positive, pas en descendant mais en montant. De manière croissante, voilà. Est-ce que vous pensez que quand l'État, parlant de cette couverture maladie universelle, en s'appuyant sur les bourses familiales, vous pensez que c'est une bonne chose, ou bien l'État pourrait s'appuyer sur des organisations comme le réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes? De toute façon, permettre à la population d'augmenter sa productivité est un sens unique pour des responsables d'un pays. Et de ce point de vue, nous savons ce que l'ancien système a donné, c'est-à-dire des populations de plus en plus marginalisées. Nous avons le devoir, comme nous le faisons au niveau du RESAOC, de développer un partenariat, une solidarité entre les différents habitants d'une population à travers cette approche qui permet de mettre en place cette couverture médicale universelle. Et je crois que c'est le pays tout entier qui sera gagnant. Et le même professeur Issa Sahod dont vous faisiez allusion parlait lui de couverture universelle santé. Lui, il a même dépassé le cadre de la maladie. C'est exact. Je ne me permettrai pas de refaire sa conférence, mais j'adhérais à 200% à la thématique qui a été développée. Et je disais au colonel Massamba Diop ce matin qu'il faut absolument que j'ai un entretien avec le professeur Sakho, parce que vous êtes en phase. Tout à fait en phase. Et j'allais dire, il ne serait pas normal que ce qu'il a eu à développer ne soit développé que pour le Sénégal. Tout à fait. Ce sera certainement un bon hôte du réseau. Alors, je voudrais quand même préciser que si la couverture maladie universelle est une bonne chose, la couverture santé en est tout autre. Vous savez pourquoi? Parce que la couverture maladie prend en charge des pathologies. Alors que la couverture santé évite d'être malade. L'un est dans le traitement, l'autre est dans la prévention. Alors si vous associez les deux, je pense que ça ne peut être qu'un mieux-être. Tout à fait. Donc, faire en sorte que les gens ne tombent pas facilement malades. Parce que quand même, faire en sorte que les gens ne soient pas malades, ce n'est pas possible. Mais qu'ils ne tombent pas malades trop facilement, par notre comportement. On parle d'un comportement qui nous permet de tomber malade très facilement. Exemple, passer tout son temps à fumer 20 cigarettes par jour. Là, on est un facteur de malade. J'espère que vous n'êtes pas fumeur parce que vous êtes en train de rigoler. Passer son temps à fumer est un facteur de maladie, est un facteur de mortalité. Très rapide. Deuxièmement, le péril fécal dans les villages, les gens qui vont aux toilettes autour des maisons, après il pleut, ça vient, au levant se lève et on avale le truc, c'est un comportement qu'on peut changer. Et ça empêche d'être malade. Il vaut mieux empêcher de faire caca, excusez-moi, dans la nature que de soigner la typhoïde. Il est moins cher de leur dire faites des latrines et des toilettes dans la maison que dire créer des salles de stérilisation pour soigner le truc. J'ai vu dans notre pays des villes, je ne dis même pas des villages, des villes où pendant l'hivernage, les gens profitent des grandes pluies diluviennes pour vider leurs fosses et les épandre dans les rues. Et ils ne regardent pas qu'à 100 mètres plus loin, les enfants sont en train de barboter, de nager dans la flotte. Et le soir, ils sont tous malades et ils reviennent à l'hôpital le lendemain. C'est des comportements qu'on peut changer. Ça, c'est de la prévention. Dire aux gens de faire du sport, très important. Faire du sport, s'oxygéner, éviter le stress, c'est une très bonne chose.
éviter de manger trop salé, éviter les cubes, machin, etc. Éviter de mettre dans les endroits où c'est très stressant. Ça également, c'est des comportements qui entrent dans la santé. Voilà une couverture santé universelle. La petite maladie également. Ne vous attendez pas que des gens puissent être soignés gratuitement. Moi, j'y crois pas. Qu'on fasse des politiques où tout le monde vient à l'hôpital, se soigne gratuitement, les mains dans les poches en sifflant comme un pinson et rentrer avec ses médicaments, ce n'est pas fiable. Aucun politique ne pourra tenir cela pendant très longtemps. Donc, la santé est un partenariat. C'est-à-dire, l'État met en sorte des structures pour vous permettre, quand vous êtes tombé malade, de trouver des moyens de vous soigner. Mais également, vous avez, vous, le devoir de participer, comme on l'avait dit à Alma-Ata, de participer à la prise en charge de vos problèmes de santé. Une contribution. Ça peut être de l'argent au comptant, ça peut être également des mutuelles. Si ça risque d'être trop cher au bout du compte, en mutualisant vos moyens, vous pouvez faire en sorte que si tout le monde ne tombe pas malade en même temps, que les uns et les autres puissent... Ça peut être également l'éducation citoyenne, où chacun... Voilà, non, c'est important. Voilà. Je pense qu'il y a un effort important à faire avant la maladie, dans le cadre de la prévention, sur le plan comportemental, sur le plan de l'éducation, sur le plan des mœurs, parce que même les mœurs interviennent dans la santé. Ceux qui passent leur nuit à rencontrer des, n'est-ce pas, des personnes ou bien avoir des rapports non protégés, eh bien, ces rapports non protégés, c'est agréable quand on les fait, mais après, on va faire la queue devant le truc, on se rend compte qu'on a le sida ou on a des maladies sexuellement transmissibles. La prévention, vous aurez évité tout cela, au lieu d'exiger à ce qu'on vous soigne parce que vous êtes malade et qu'on n'a pas d'argent. Voilà. Donc, tout ceci dit, cela veut dire simplement qu'il y a un ensemble de paramètres et de choses qu'on doit prendre en compte pour justement arriver au développement aussi bien social qu'économique, en passant justement par les hôpitaux ou bien par la prise en charge de la question santé. Mais si vraiment il y a défaillance, parce que les gouvernements, en tout cas, généralement, ils ont de bonnes politiques, mais souvent les moyens font défaut. Est-ce que vous pensez que quand les politiques ne suivent pas, qu'adviendrait-il justement? Quel lendemain présagez-vous pour ces hôpitaux, pour ces Sénégalais, ces autres Africains qui portent le développement de ce continent? Écoutez, les politiques qui ne suivent pas ne comprennent pas l'impact de leur non-suivi sur la santé de la population. Et la seule chose à faire, c'est de faire un plaidoyer. Ça veut dire de leur ouvrir les yeux. Oui, je pose cette question parce que jusqu'à présent, il y a certains pays qui pensent qu'investir, comme nous l'avons dit au début, dans la santé, c'est participer à aller, comme disait Issa Sakho hier, quelqu'un mourant, donc il est préférable de laisser mourir que de mettre des millions ou des milliards là-bas. Non, c'est différent. Ouais. C'est différent. Lorsque ce mourant-là est atteint d'une maladie grave, incurable, pour lequel il n'y a plus rien à faire et qui, à la fin de sa vie, ça ne sert à rien de faire l'acharnement thérapeutique. Ça, c'est un autre débat vraiment très scientifique, très éthique et très philosophique. Mais toujours est-il qu'il est plus logique de donner de plus de chance à ceux qui sont guérissables que de s'acharner sur quelqu'un sur lequel on ne peut plus rien faire. Mais ça, c'est vraiment un autre débat dans lequel je ne veux pas m'aventurer. Oui. Mais toujours est-il que les visions politiques. Un président de la République n'est pas systématiquement un médecin. Un président de la République n'a pas systématiquement la vision d'un acteur hospitalier. Il a une spécialité dans sa propre formation. Le président Senghor était un professeur d'université. Le président Abdou Diouf était un énarque, administrateur civil. Abdoulaye Wade était un mathématicien, physicien, avocat. Et Macky Sall est un géologue. Et toutes ces spécialités, nous en avons posé pour notre pays. Ils ont l'honneur de diriger notre pays. Et c'est nous qui les avons mis à cette place-là en votant pour eux. Mais c'est à nous également de les accompagner, de les aider, de leur montrer un peu par notre vision. De renouveler cette confiance à travers... Oui, c'est un partenariat. Écoutez, la gouvernance et les gouvernés, c'est un partenariat. Ouais. Eux, ils travaillent pour nous et nous leur disons ce que nous voulons. Et également, nous exigeons ce qui est possible. Nous ne sommes pas un pays riche, on n'est pas les États-Unis, ni la Chine, ni la France. Nous sommes un pays économiquement faible, nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons beaucoup d'idées. Le problème, c'est que les gens, ils demandent plus que ce qu'on peut avoir. Ils veulent ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et en ce moment, nous, notre rôle, c'est de faire la santé, de l'éducation, le champ de bataille pour l'émergence. Oui, colonel Massamba Diop, professeur Agboton, dans tous ces pays où est implanté le réseau, que ce soit en Afrique, dans l'océan Indien ou dans les Caraïbes, on voit que la plupart du matériel et des médicaments utilisés sont importés. Quand on prend le cas du Sénégal, c'est 90% de ce que nous utilisons qui est importé en termes de médicaments. Si je parle sous le contrôle du colonel Massamba Diop, est-ce que vous pensez que ce sont des limites qui peuvent porter atteinte à la mission un peu de ce réseau?
Ou bien, comment est-ce que vous comptez réajuster à cette situation? Des limites qu'il faut essayer de repousser. Et pour repousser ces limites, il faut déjà prendre conscience de cette situation que vous décriviez, à savoir qu'il y a une importation de 70 à 80% du matériel qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de ces hôpitaux. Et c'est ce qui justifie la présence donc de ces autres partenaires, de ces autres acteurs qui travaillent autour de l'hôpital. Et l'exemple que l'on peut vous donner et que vous devez pouvoir bien apprécier, c'est le principe de l'externalisation. Voyez-vous, dans un hôpital où, par exemple, nous avons une section d'ouvriers, plombiers, électriciens, etc., il est évident que ce n'est pas 24 heures sur 24 qu'on a besoin d'un plombier ou d'un électricien dans l'hôpital. À quoi ça servirait de recruter un électricien, un plombier, d'assurer son salaire, ses assurances, etc., alors que vous pouvez procéder à l'externalisation, c'est-à-dire faire venir un agent de l'extérieur pour faire une tâche ponctuelle. Ça se fait dans ces types de travaux, ça se fait sur la buanderie, ça se fait sur d'autres actes, et il est évident que ce sont des approches qui permettent d'améliorer la rentabilité de ces établissements, et à travers les partages d'expériences qui se font au sein du réseau, nous pensons pouvoir contribuer à limiter les effets négatifs de ces situations dont vous parliez tout à l'heure. Professeur Hippolyte Agboton, je rappelle, vous êtes le secrétaire en charge des relations extérieures et de la communication. Nous terminons sur cet aspect de la chose. Quel est le message aujourd'hui à retenir par rapport à la mission, par rapport à l'objectif même, vous l'avez dit, à la raison même d'être de ce réseau? Je suis sûr que vous n'ignorez pas le rôle de la communication. Nous sommes devant vous, oui. Vous êtes communicateur, et tout à l'heure, je voulais souligner cet élément en matière d'éducation des populations. Pour les changements de comportement, il n'y a absolument aucun doute que vous jouez un rôle capital, que vous assumez à merveille, et je dois déjà vous remercier pour l'accueil que vous nous avez réservé. C'est nous, vous êtes chez vous. Et cet accueil nous permet justement de faire passer les messages. Nous passons ces messages que nous croyons vraiment extrêmement importants et qui, d'un autre point de vue, réduisent les incidences économiques, les dépenses qui pourraient découler de ces mauvais comportements. Et si nous avons avec les relations extérieures la communication, c'est parce que nous avons besoin de développer une plus grande visibilité pour expliquer ce que nous faisons, pour convaincre les décideurs afin que nous puissions apporter notre modeste contribution à l'évolution de la santé comme facteur de développement. Et quelle est l'actualité immédiate un peu de ce réseau? Vous parlez d'actualité? Oui, qu'est-ce qu'il est en train de réaliser? Quels sont ses projets court terme? Qu'est-ce qu'il est en train d'organiser ou bien de préparer? L'actualité, c'est d'abord notre participation au CISDAC et ce reportage magnifique que vous êtes en train de faire. Merci. Et vous le savez, ça a été annoncé hier, nous avons nos prochaines rencontres hospitalières qui vont se faire à Marrakech, au Maroc, en mars-avril 2016. Mais bien avant cela, le colonel Massamba Diop vous a parlé tout à l'heure de ce défi des hôpitaux africains face à l'hôpital numérique. Et ce thème va être développé d'ici quelques 6 ou 9 mois dans un pays qui n'a pas encore une forte participation dans le RESAOC, mais c'est une invite qui leur est lancée et nous avons senti une très forte motivation de ce pays qui est la Tunisie, pour ne pas le nommer, et qui est déjà en bataille rangée pour travailler aux côtés du RESAOC. Colonel Massamba Diop, on va droit vers l'évaluation des objectifs du millénaire pour le développement et l'élaboration de l'agenda post-2015. La santé de tout ça, comment aujourd'hui vous avez vu ces objectifs? Parce que la plupart de ces objectifs visent le bien-être des populations et leur développement. Vous savez, tous ces objectifs qui sont fixés à nos pays ont été définis à l'extérieur de nos pays.
Un objectif, dans ses principes et dans ses caractéristiques, doit être réalisable. Et réalisable dans les délais qui sont impartis. Regardez, dans les pays, tous les pays du monde, je ne parle même pas des pays d'Afrique, d'Europe, et qui ont atteint cet objectif du millénaire pour le développement. Aucun ne l'a atteint. Aucun n'a fait la moitié. Même s'il y a des avancées significatives dans la lutte contre la mortalité maternelle, s'il y a des avancées significatives dans la lutte contre la mortalité néonatale et la maladie de l'enfance, s'il y a eu des avancées, par exemple chez nous, dans l'assainissement, l'assainissement, la disponibilité de l'eau, parce que ça fait partie des objectifs. On pense que c'est uniquement la santé, mais il y a aussi d'autres objectifs. Tout à fait. Qui sont l'assainissement, la santé, l'environnement, l'éducation, etc. Ouais. Mais enfin, nos pays, je ne parle pas du Sénégal, parce que là je ne suis pas là pour parler du Sénégal, nos pays ont fait des avancées significatives. Il est vrai que la mortalité maternelle, il faut lutter contre les causes. Moi, jusqu'à présent, je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas le traitement qui règle les problèmes. Il faut agir sur l'étiologie, sur l'origine, sur le facteur qui crée la maladie. C'est comme ça qu'on vaincra la maladie facilement. Donc, dans la prévention, c'est en cela que nous pourrions dire que ces objectifs ont été atteints. On les a définis dans les années 2008, je crois, ou 2007, je ne sais plus. Pour 2015, là, on est à 1 cm de 2015. Jusqu'à présent, beaucoup d'hôpitaux ou bien beaucoup de pays de problèmes. Voilà. Mais ça, c'est pas le rôle du RESAOC. Le RESAOC, c'est pas ça. C'est pour avoir l'idée de l'expert, des spécialistes de ces milieux. Oui, mais c'est des visions politiques. Peut-être que moi, personnellement, Massamba Diop, il y a certains aspects que je peux peut-être ne pas partager avec même les concepteurs de ces objectifs-là. Bien que ces objectifs soient extrêmement nobles et pour l'intérêt de nos populations, mais dans la mise en œuvre, il faut des mesures d'accompagnement, il faut des moyens énormes. Ce n'est pas en réduisant les emplois, ce n'est pas en réduisant les moyens financiers, ce n'est pas en donnant des soins gratuits à outrance ou en remboursant les hôpitaux dans des délais qui vont entre 6 mois et 1 an des actes qui ont déjà été faits qu'on peut permettre aux hôpitaux hospitaliers d'être performants. Donc, il y a un grand travail dans le cadre du département de la prévention, les vaccinations, l'éducation comportementale, le changement de comportement. Ça, c'est un aspect. Deuxièmement, faire en sorte que les structures hospitalières, de la base, du poste de santé, le centre de santé, du district, la région médicale, jusqu'à l'hôpital, que toute cette pyramide, à chaque échelon, que nous soyons performants, qu'il n'y ait pas de rupture de médicaments, que les médicaments ne coûtent pas cher, que les malades trouvent les services, parce qu'il n'est pas normal qu'on règle tous les problèmes à Dakar et qu'à Fongolumbi ou dans le Ferlo, le problème ne soit pas réglé. Donc, il faut que c'est une globalité. La santé est une approche globale, multisectorielle, et que toutes ces disciplines médicales, voilà un professeur de cardiologie qui est à Cotonou. Moi, je voudrais également qu'il y ait un professeur de cardiologie à Malem Hodar. Pourquoi pas? Parce que les gens souffrent là-bas et en meurent plus d'ailleurs que ceux qui sont en ville. Tout à fait. Et donc, voilà un peu des visions, des approches méthodiques, méthodologiques qui nécessitent réflexion, qui nécessitent beaucoup de moyens, qui nécessitent beaucoup de formation. Vous voyez, on est en train de construire beaucoup d'hôpitaux en ce moment. Mais construire beaucoup d'hôpitaux sans trouver des médecins et des infirmiers des sages à mettre là-dedans, ça ne sert absolument à rien. Il y a combien de médecins qui chôment aujourd'hui? Il y a combien de sages-femmes qui chôment? Nous avons entendu récemment Madame professeure Eva-Marie Colsec qui parle d'une certaine vague de... on va en recruter 500, c'est vrai. Voilà. Mais si on recrute 500 sur 10 000, on va régler une partie, mais il reste beaucoup. Tout à fait. Donc, le plan de formation, la planification, quand on construit cet hôpital-là aujourd'hui, en sachant qu'il va être ouvert dans 5 ans, et que le délai de formation d'un médecin 7 ans, 2 ans à l'avance, on doit commencer à former les médecins. Tout à fait. Voilà la planification. Merci beaucoup, colonel Massamba Diop. Nous allons rapidement ci wolof parce que gis nañu ni seen mbootaay gi moom moo di réseau des hôpitaux d'Afrique de l'océan Indien et des Caraïbes li ko tax a jóg mooy fexe ba dugalante jëflante jàppalante am ci diggante hôpitaux yi nekk ci yooyu la bërëb. waaw maanaam loolu moo tax réseau bi nekk waaye ci biir dundu réseau bi li tax ñu ñëw fii tey gis nañ ne am na yeneen njëriñ encore réseau bi maanaam mbootaay la boo xam ne bi hôpitalu Afrique yi làkk tubaab yëpp yi làkk français ñoo ko bokk moo xam ay nit ku ñuul lañu wala ay naar ñu ko mel ni waa Maroc ba jéggi sax réew mi dem ba ay océan Indien waaye tey suñ fi ñëw dañu ma wax ne ñi nga xam ne ñu ngi ñëw fii tey ci SISDAC bi di jaay ay échographe di jaay ay scanner di jaay ay matériel laboratoire di jaay ay gants maanaam di jaay loo xam ne jumtukaay bu ñuy soxla si biir hôpital ñu koy xamal ne ñun ñu ngi fii ci Sénégal ñu ngi fii ci Afrique te kenn ku ñëw si ñun
mën nañu fexe ba nga dugg ci juróom fukki dëkk yi nga xam ne sont membres ci suñu réseau ak ñeenti téeméeri hôpital yi nga xam ne yi ñu ngi bokk ci suñu réseau nga xam ne boo duggee ci benn ñëpp ngay gisandoo. donc mais yan condition mooy pour bokk ci seen réseau bi yan mooy condition yi. non c'est-à-dire dafa am ñaari condition premièrement pour nga nekk membre nga bokk ci mbootaay mi. kooku da ngay am ay cotisation yooyu fay ak adhésion yooyu fay mais su fekkee da nga bëgg a def partenariat comme un fournisseur de matériel biomédical il n'a pas besoin d'être membre mais dina soxla pour que li muy jaay ñu waneel ko ko. Comme ni ngeen fait publicité à la télévision à la radio aujourd'hui le numérique l'internet permet ñu gis or ñun suñu internet hôpital yi nga xam ne dañoo bokk ci mbootaay mépp dañ koy ubbandoo di ko gisandoo dëkk yooyu yëpp dañ koy gisandoo donc li ngay dem di dugg avion di dem di wane ji soo ko ne ci réseau bi rek ñëpp a koy gisandoo ça permet donc ñu xam la mën nga mën a jaay nga mën a développer. te dina am jeexital ci yokkute doomu aadama comme maanaam économique développement économique bu wér. Parce que par exemple société comme gis naa fi par exemple Carrefour du ma tudd. Carrefour médical moo nekkoon suñu kan tey. Carrefour médical bon c'est un partenaire important du CISDAC moom ak Certec mais ñooñu suñu sañoon waa Djibouti xam nañu am na ñu ngi fii parce que ay doomi Sénégal lañu di liggéey lu rëy ci Afrique te am na africains yu ko xamul te africains yooyu xëy na soxla nañ ko soxla nañu am scanner. soxla nañu am IRM soxla nañu am appareil échographie pour lutter contre la mortalité maternelle justement également pour améliorer la qualité ak la prise en charge donc ñi ko tubaab yi di ñëwee fële bitim réew bien que nag matériel tubaab yoo koy defar mais ñu mën a fexe ñun que moom ay opérateurs économiques africains. Parce qu'on ne parle pas uniquement pour le Sénégal mais que celui qui vend au Bénin puisse montrer ce qu'il vend ici mu wan ko Sénégalais yi. ka nekk Congo ka waa Cameroun mën ko gis. ka nekk Djibouti pour que waa Mauritanie mën ko gis. mu nekk un brassage extraordinaire un espace de plusieurs centaines de milliers une intégration de plusieurs centaines de millions de populations. Qui à partir d'un déclic permet de voir tout ce que vous faites. Ce qui nous permet de retrouver donc le français. Merci beaucoup en tout cas colonel Massamba Diop. Je rappelle que vous êtes membre de ce réseau des. C'est le point focal Sénégal. Voilà le point focal Sénégal du réseau des hôpitaux d'Afrique de l'Ouest de l'Afrique de l'océan Indien et des Caraïbes. Qu'est-ce qui me prend? Mais vous êtes par ailleurs le vice-président le vice-PCA, président conseil d'administration de l'hôpital général de Grand Yoff, commandeur de l'ordre national du Lion. Félicitations, colonel. Et président de la fédération de judo. De judo du Sénégal en plus. Attention, attention. Professeur Hippolyte Agboton, vous êtes également le secrétaire chargé des relations extérieures et de la communication du réseau des hôpitaux d'Afrique de l'océan Indien et des Caraïbes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Professeur, retournez au Bénin. Passez mon bonjour à madame la coordinatrice de UNFP, madame Diène Kaïté, qui est un ami à moi. Et merci en tout cas, colonel. Merci, professeur. C'est nous qui vous remercions. Merci à vous aussi. Voilà. C'est terminé pour ce matin. Rendez-vous prochainement sur les ondes de la 88.1.